merci d'être connecté aujourd'hui pour notre webinaire qui va porter sur le projet de directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises. Comme nos intervenants nous l'expliqueront, une proposition de directive sur le devoir de vigilance est actuellement discutée au niveau des instances européennes. Ainsi, il nous a semblé important d'organiser ce webinaire pour rappeler dans un premier temps où nous en sommes au niveau de cette application du devoir de vigilance des entreprises, mais aussi ce qui semble perfectible dans le projet actuel de la directive au regard de l'application des réglementations par les entreprises aujourd'hui. Donc, nous commencerons par un rapide retour sur l'historique du devoir de vigilance et comment il est appliqué par les entreprises françaises aujourd'hui, expliqué par Patrick Vialanex, qui est associé en charge des sujets de responsabilité sociétale au cabinet A2 Consulting. Bonjour. Et également partenaire du prix du meilleur plan de vigilance organisé depuis 2018 par le FIR. Et une fois le contexte de cette nouvelle directive européenne posé, Gaëlle Duzel-Purc et Antoine Madelin, respectivement responsables adjoints du Bureau de mondialisation et droits humains et directeur du plaidoyer international à la Fédération internationale des droits de l'homme, nous présenterons leurs recommandations afin de garantir l'effectivité d'une législation pour protéger réellement les droits humains et l'environnement. Donc, Patrick Vialanex complétera le point de vue de la FDH par la suite. Et enfin, on consacrera environ 15 minutes de questions-réponses. Et donc, on vous invite à poser vos questions dès le départ, au fur et à mesure du webinaire dans le chat, et on vous donnera la parole à la fin des présentations pour poser vos questions. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Patrick Vialanex qui va nous présenter l'état de l'art des plans de vigilance. Merci, effectivement, Marie. Donc, j'imagine que le dossier va s'inscrire à l'écran rapidement. Donc, moi, je vais vous faire quelques éléments de contexte. Merci, Mine, qui active le diaporama. Rappelez un tout petit peu les éléments de contexte, parce que le devoir de vigilance, c'est quelque chose qui ne sort pas de nulle part. Ça s'inscrit dans, on va dire, un programme un petit peu historique. Et si on peut passer à la slide suivante, simplement pour dire que la notion de devoir de vigilance, en fait, est née de la confrontation de plusieurs constats. Si on peut passer à la slide suivante, simplement la slide 3, s'il vous plaît. Donc, plusieurs constats. D'abord qu'effectivement, c'est un sujet qui est lié à la complexité de la chaîne d'approvisionnement. D'abord, ça c'est un point important, donc qui génère ce qu'on appelle des impacts négatifs, c'est-à-dire des incidences sur les parties prenantes, dont on va parler plus loin, essentiellement les collaborateurs et les communautés locales, que ce sujet, effectivement, s'est traduit historiquement par de nombreuses controverses. On ne va pas les lister, vous en avez quelques-unes sous les yeux, et ça vous viendra très naturellement à l'esprit, puisqu'aujourd'hui, elles sont extrêmement nombreuses, qui ont révélé finalement l'incompétence, peut-être, en tout cas historiquement, des entreprises concernant le sujet de la gestion des risques ESG le long de la chaîne d'approvisionnement et plus généralement des relations d'affaires. Si on passe sur la slide suivante, ce qui est important, c'est que derrière la notion de devoir de vigilance, il y a une notion historique qui est celle de diligence raisonnable, qui a été véritablement apporté par l'environnement dit droit mou, de soft law, donc essentiellement par les grands principes directeurs de l'OCDE, de l'ONU, de l'OIT, vous les connaissez tous maintenant, et qui ont défini finalement la diligence raisonnable comme un processus de gestion des risques. Vous avez les définitions dessous, je ne vais pas la reprendre, mais qui, au-delà de la mesure, doit être accompagné de mécanismes de remédiation, atténuation. Donc, globalement, il y a l'idée de prévention et de correction au sens large du terme. Je crois qu'un point important en termes de philosophie, c'est que véritablement, cette notion de diligence raisonnable, elle s'oppose à ce qu'on trouve dans la responsabilité sociétale naturellement, qui est plutôt orientée sur les opportunités, qui est plutôt orientée sur la création de valeur, ce qu'on appelle le do good. Aujourd'hui, vous avez entendu parler du do no harm, même DNSH, donc typiquement l'argumentation disclosure pour les financiers qui sont autour de la table, et qui focalise sur, on va dire, le spectre gauche, des opportunités et risques, et donc sur ces impacts négatifs. Un point déterminant sur ce sujet, c'est la capacité à pouvoir influencer l'ensemble des acteurs qui sont sur la chaîne des relations d'affaires, en particulier les fournisseurs et les sous-traitants, mais pas que eux. Et donc le sujet, véritablement sur le fond, c'est un sujet de responsabilité du donneur d'ordre, certes, mais surtout d'articulation de cette responsabilité avec celle de l'ensemble des acteurs qui interviennent donc dans la chaîne des relations d'affaires et en particulier sur la chaîne d'approvisionnement.
Si on passe sur la slide suivante, un élément important dans ce, on va dire, petit diagramme historique, c'est que cette notion de diligence raisonnable est passée dans le contexte de la réglementation dure depuis 2015, à vrai dire, donc le moment où la Modern Slavery Act, donc, qui est un texte anglais, donc le premier du genre, a effectivement émis un certain nombre d'obligations pour les entreprises concernant le dispositif de pilotage de ces risques sur la chaîne d'approvisionnement. Même si cette loi a été ciblée sur ce qu'on appelle le travail forcé, vous avez quelques éléments sur le petit diagramme à gauche, sur les thématiques, donc qui consistent à identifier les risques, à les mesurer, et puis effectivement, derrière, à pouvoir les gérer, et s'assurer de l'efficacité du dispositif, les grands jalons du devoir de vigilance ont été posés dans cette loi. Elle n'était pas très contraignante, même encore aujourd'hui, elle repose plutôt sur des éléments de communication. Si vous regardez un rapport MSA, vous n'avez pas grand-chose d'opérationnel dans ces rapports. C'est plutôt les signatures, engagement de dirigeants, ça ne va pas beaucoup plus loin. Il faut attendre la loi sur le devoir de vigilance française en 2017 pour avoir des choses un petit peu plus structurées, qui restent dans le même esprit, qui couvre tous les enjeux de la chaîne d'approvisionnement et des relations d'affaires, donc les droits humains, libertés fondamentales, évidemment l'environnement, mais aussi tout ce qui est santé, sécurité au travail, voire les sujets d'éthique des affaires. Le contenu de la loi française s'inscrit finalement dans le prolongement de la MSA, sauf que c'est plus précis. On demande précisément ce qu'on appelle une cartographie des risques SG, et on demande derrière, effectivement, d'avoir un dispositif qui, finalement, s'inscrit dans le prolongement du niveau d'évaluation des risques résultant de l'application de la cartographie. Donc, d'une façon générale, on a une vraie révolution qui consiste à insérer la culture du risk management, donc dans ce champ français, sur une loi qui concerne effectivement les boîtes qui ont à peu près donc plus de 5000 salariés. C'est un petit peu subtil, mais pour rester grossier à ce stade-là. La loi demande un plan de vigilance et un dispositif de pilotage des risques, et surtout un compte-rendu de mise en œuvre, c'est-à-dire une restitution des résultats et des actions qui ont été concrètement menées pour faire face effectivement à ces risques. Alors, ça fait un petit peu tache d'encre, cette loi, puisque vous l'avez certainement vu, donc depuis 2017, et ça commence un tout petit peu avant en réalité, un certain nombre de pays au niveau européen se sont inspirés de cette loi, avec quelques disparités quand même. Typiquement, en Allemagne, aujourd'hui, cette loi a été adoptée en 2021, applicable en 2023, l'an prochain, et elle s'applique à 3000 salariés, et surtout elle apporte quelques innovations. L'apport d'une instance de contrôle qui n'existe pas dans la loi sur le devoir de vigilance, et puis peut-être la restauration du suivi des sanctions financières et de la responsabilité civile, dont on va parler certainement tout à l'heure, qui avait été un grand sujet de débat avec le Conseil anticonstitutionnel en France en 2017, la loi ayant eu quelques versions avant qu'elle ne soit diffusée publiquement. Donc au niveau européen, finalement, ce dont on va parler tout à l'heure, c'est finalement la résultante de toute cette histoire, et donc qui s'inscrit sur un parcours finalement assez logique et complètement naturel, je dirais, même si on va voir qu'il y a des trous dans la raquette. Alors maintenant, qu'en est-il au niveau des pratiques des entreprises? Donc c'est clair qu'on a commencé à regarder ces pratiques avant la loi sur le devoir de vigilance. Alors, Marie a parlé du prix plan vigilance qui a commencé sur l'exercice 2018, première année d'application de la loi. Mais avant, il y avait un certain nombre d'actions qui avaient été menées pour identifier les pratiques des entreprises, notamment de la part des investisseurs. Et nous avions vu ça dans le cadre du groupe de travail achat responsable et investissement de l'époque, qui a été construit en 2017, si ma mémoire est bonne, justement, on a le droit sur le droit de vigilance, ou quelques investisseurs assez actifs, on ne va pas les citer là, donc plutôt dans le champ institutionnel ou sociétés de gestion dites pure player sur la partie investissement responsable, avaient bien identifié qu'il y avait des politiques dans les grosses entreprises, mais qu'en termes de processus, c'était en termes de capacité à pouvoir convenablement gérer les risques une fois qu'il y avait survenance, que c'était le néant total. Laura Plaza, évidemment, dans toutes les suites de cette affaire, a montré cette sorte d'impuissance. C'était sur le slide d'après, pardon. Voilà. Donc, quelques chiffres simplement pour cette première version du prix plan vigilance qui donne un petit peu le niveau de maturité des acteurs. On voyait que 85% des acteurs sur le CAC 40 n'étaient pas mûrs en ce qui concerne la construction de la cartographie des risques ESG le long des relations d'affaires. Donc, assez révélateur, puisque c'est le socle pour effectivement construire un dispositif de pilotage. Et donc, très clairement, ce sujet-là, il était quelque part tout à fait annonciateur du fait que tout le monde allait devoir se mobiliser pour progresser sur ces points-là. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Si on passe sur le slide suivant, au bout de 5 tours, nous sommes en train de travailler tous ensemble sur le 5e prix plan vigilance. Alors, très clairement,
les avancées, elles sont évidentes. Il y a un progrès naturel, systématique, d'une année sur l'autre pour effectivement la maturité des acteurs en ce qui concerne ce dispositif de pilotage des risques. On voit de façon flagrante que les entreprises se sont appropriées les éléments de culture du risk management souhaités par la loi sur le devoir de vigilance. On en parlera tout à l'heure d'un point de vue un petit peu plus opérationnel, mais ce sont des sujets vraiment techniques en réalité. On voit que tout le monde s'est inscrit dans un processus d'amélioration continue, c'est-à-dire où tout le monde cherche à tenir compte des résultats quand ils existent pour pouvoir progresser. On voit beaucoup de choses en termes de transparence qui initialement n'existaient pas. Donc maintenant, pas mal d'illustrations donc concrètes sur les méthodologies. On a des restitutions de cartographie dans certains cas. On a des documents qui sont indépendants avec beaucoup plus de méthodologie ou détails méthodologiques à l'intérieur. On a des KPI qui commencent à sortir avec de premiers objectifs. En revanche, on est très loin, c'est la case du milieu quand même de ce qu'on trouve aujourd'hui dans les DPEF, par exemple, françaises, d'une façon générale, dans les restitutions de la directive européenne sur le reporting extra-financier, bientôt CSRD. Donc, on a un niveau de moyens, de maturité qui a bien cru, mais il y a quand même des éléments extrêmement délicats qui montrent que cette maturité est toute relative. Déjà, en termes de méthodologie même, donc là, on parle du plan technique sur la cartographie des risques, ça reste extrêmement simple encore. Il y a beaucoup de progrès à faire sur... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les grands éléments, c'est ce qu'on appelle les référentiels. Typiquement, comment catégoriser les catégories de fournisseurs ou d'achats sur la chaîne d'approvisionnement. Typiquement, comment catégoriser les risques ESG dans les grands référentiels qu'on connaît, TCFD sur le climat, et FRAG peut-être en train de se dessiner sur la CSRD, et d'une façon générale, par rapport à l'organisation d'entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a très peu de boîtes qui sont capables véritablement de demander des typologies de risques qui sont caractéristiques de leurs activités. Par exemple, des émanations de gaz quand on a une activité d'exploitation de ce type de ressources, effectivement, en termes d'hydrocarbures. Il y a peu d'implication des parties prenantes. Ça, c'est quelque chose qui est assez important, puisque la loi française a très clairement affiché que le plan de vigilance devait être construit en association avec les parties prenantes, au sens large du terme, et qu'en particulier, le mécanisme d'alerte devait être établi en concertation avec les organisations syndicales. La réalité sur ce sujet, c'est qu'on est très loin du compte et qu'on est plutôt, quand ça existe, dans de la consultation, on est très très loin du collaboratif. Alors, au-delà des disparités sectorielles que vous pouvez imaginer, puisque effectivement, il y a des secteurs qui sont plus exposés que d'autres, vous les connaissez, en termes de compte-rendu de mise en œuvre, c'est-à-dire de résultats, c'est-à-dire de niveau d'exposition, et de pilotage de ces niveaux d'exposition, c'est extrêmement décevant au bout de 4 ans, même 5 ans, puisque les premiers dépouillements nous montrent que les efforts, même s'ils sont réels, sont encore peu, les retours sur ces efforts sont peu solides. Voilà. Donc, on a essentiellement des résultats de moyens, c'est-à-dire qu'on va mesurer le nombre d'audits qu'on a mis en place chez les fournisseurs, on va mesurer le nombre de sites qu'on a certifiés au Qatar sur ses filiales à l'étranger. En revanche, mesurer par exemple le taux d'accidentologie sur l'ensemble de ces fournisseurs de rang 1, même si on se limite aux fournisseurs dits critiques, la fameuse loi de Pareto, ceux qui font, on va dire 80%, les 20% qui font 80% d'activité, et bien là, on n'y est pas du tout, mais pas du tout. On n'imagine pas à quel point on n'y est pas du tout. Donc, ces KPI commencent à sortir, mais effectivement, on est très loin du sujet. Un élément qui révèle l'immaturité, c'est qu'on a à ce stade aucune entreprise qui parle de révision du modèle d'affaires, c'est-à-dire de prise en compte des enjeux de l'ensemble des briques de sa chaîne de valeur, dont les fournisseurs et sous-traitants, pour réviser son business model. Aucune n'en parle. C'est quand même le vrai sujet, en réalité. Donc ça traduit quand même une vraie voie de progrès qu'on pourra mettre à droite et que vous avez tout à fait identifié, puisque finalement, ce sont les compléments donc des limites que je viens d'évoquer. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que pour aller plus loin, au-delà d'améliorer les techniques de cartographie, au-delà d'améliorer effectivement l'ensemble des KPI qui permettent de mesurer les résultats, on a un vrai sujet sur les actions. Aujourd'hui, les actions, on a dans les plans de vigilance essentiellement des actions préventives. La formation, on trouve des pages sur la formation en amont, ça très bien. Les actions préventives qui sont vraiment en lien avec les typologies de risques concernées, par exemple des émanations de gaz, il y en a très peu. Et alors, quand on parle des actions correctives, là, c'est le néant total. Donc, on attend tous des actions qui sont en lien avec le type de risque survenu et qui soient effectivement efficaces. Ça peut aller jusqu'à effectivement compensation financière ou des assurances, donc pour pouvoir effectivement apporter des garanties aux communautés locales, aux collaborateurs, aux autres parties prenantes qui seraient concernées. Ça existe en Angleterre, par exemple, aujourd'hui, au niveau étatique, qui a sorti un plan de vigilance l'an dernier, l'Angleterre, au niveau de l'État. Et ça, c'est vraiment la vraie voie de progrès.
donc les éléments effectivement correctifs, en lien avec les niveaux de risque dans la cartographie, et qui permettraient donc, pour le coup, d'aller vers une vraie démarche d'amélioration continue. Je vais passer sur le slide d'après, je pense qu'on va devoir terminer cette partie-là. Focus sur les difficultés opérationnelles. Donc, si on se met véritablement à la place de l'entreprise, en réalité, vous apercevez plusieurs choses. C'est que déjà, il y a un gros problème pour délimiter le périmètre d'application. C'est quoi les filiales que je mets dedans? Donc, dans la loi, c'est très, très mal, effectivement, précisé. On verra que dans le projet de directive européen, pardon, il y a des choses qui ont avancé sur ce point-là. Ça l'est également sur la partie fournisseurs et sous-traitants. Il n'y a rien qui permette de délimiter le terrain au-delà des initiatives prises par l'entreprise elle-même. Et donc, on a un dimensionnement qui peut être, si vous voulez, du simple à x10, x100. Et il faut juste avoir en tête que l'idée, c'est de toucher à l'organisation de l'ensemble de l'entreprise et de sa chaîne de valeur, donc des boîtes qui sont internationales. Il y en a en haut de la liste du CAC 40 qui dépassent le million de fournisseurs. C'est juste pour vous dire l'ampleur du projet. Et c'est le deuxième point qui est le vrai point de blocage, c'est-à-dire la capacité à pouvoir débloquer de vrais projets industriels dans la durée avec des ressources importantes, énormément d'acteurs, une organisation en termes de gouvernance et de partage de responsabilités qui soit solide, adaptée à l'organisation. Donc ça, c'est très dur. Sans parler du fait qu'aujourd'hui, la loi, par exemple, française, dissocie le périmètre filial du périmètre fournisseur et que les acteurs ont du mal à faire le lien entre les deux. Quand on raisonne filiale, on a plutôt tendance à raisonner DPEF rapport à SE et aller puiser dans la partie URD pour récupérer des KPI qui n'ont pas grand-chose à voir dans la plupart des cas avec l'esprit du devoir de vigilance. Et puis quand on est sur le vrai sujet, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement, il n'y a pas grand-chose. Et quand il y a quelque chose, on a du mal à combiner les informations. Souvent, vous voyez dans les plans deux tableaux différents, sans lien entre les deux. La méthodologie de la cartographie des risques, j'en ai parlé, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie. En tout cas, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de cartographie en interne. Il y a du sapin 2, il y a effectivement des choses sur la corruption, il faut pouvoir les coordonner et les lier. Et puis surtout, il y a pas mal d'entreprises qui, par définition, de par leur diversité d'activités, ont au sein des filiales des organisations d'activités extrêmement différentes et donc des méthodologies en termes de dispositifs de vigilance qui n'ont rien à voir et donc qui ne sont pas agrégables. Donc vous voyez aujourd'hui encore beaucoup dans certains plans, une carte dans un coin, une carte dans l'autre, et une incapacité totale à avoir une vision globale donc, sur les résultats. Je ne parle pas du pilotage des risques, qui est le vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, on a une relative invisibilité sur cette cartographie. Alors, vous avez quelques acteurs qui commencent à restituer les résultats de la cartographie. Je ne vais pas les citer là, mais on les connaît tous. Ils ont tous été primés par le fameux prix. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à restituer les niveaux de risque avec des couleurs qui vont du vert au rouge, classiquement, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, chacun des sous-états d'activité et chacun des niveaux, des typologies de risque associés à ces activités. Donc, c'est ça qu'on attend, sincèrement. Ça tient sur les doigts de la main, la restitution de ces cartographies des risques. Donc, ça illustre, on va dire, le niveau de la problématique. Et puis enfin, donc j'en ai parlé tout à l'heure, sur l'association des parties prenantes. Aujourd'hui, on constate qu'il y a 3 niveaux globalement. Il y a celui de l'association des parties prenantes au niveau opérationnel, quand on a une direction achat, une direction RSE, une direction conformité juridique qui s'occupe du dossier. Donc, on est plutôt dans la consultation, comme j'évoquais tout à l'heure. Il y a la sollicitation des parties prenantes au niveau exécutif, quand le dossier passe au niveau direction générale et qu'il y a un vrai début politique pour mobiliser les parties prenantes. On a quelques cas quand même aujourd'hui qui existent, mais qui sont un petit peu, on va dire, balbutiants. Et puis, il y a le troisième niveau, le niveau politique. Celui où, effectivement, le devoir de vigilance devrait apparaître comme une vraie stratégie et devrait être soumis en conseil d'administration. Aujourd'hui, ça n'existe pas dans ce qu'on a constaté au niveau des pratiques des entreprises. Donc voilà pour établir un bilan rapide, très rapide, de ce qui se passe sur, effectivement, les pratiques des entreprises en matière de devoir de vigilance. Merci beaucoup, Patrick. Il y a déjà quelques questions, mais je vous propose qu'on les prenne à la fin et qu'on passe tout de suite à la présentation de Antoine et Gaëlle qui vont nous livrer leur point de vue sur le projet de directive discuté actuellement au sein des instances européennes. Donc avec une présentation rapide de ce que contient cette directive, ce projet de directive et les recommandations de la FIDH à ce stade. Antoine. Bonjour Marie, bonjour Patrick et bonjour à tous et toutes. Voilà, je me présente, je suis Antoine Madelin, le directeur du plaidoyer à la FIDH. Je voulais juste peut-être commencer par expliquer qui on est et pourquoi on est très intéressé par cet échange aujourd'hui. La FIDH est une organisation qui représente 192 organisations de défense des droits humains dans plus d'une centaine de pays. Et notre objectif est de mettre en lumière un certain nombre de violations de droits humains
et puis engager des activités de plaidoyer auprès des autorités des pays concernés, et puis parfois, puis dans un contexte de mondialisation, auprès des entreprises aussi qui sont impliquées dans un certain nombre de violations que l'on voit sur le terrain. On intervient dans un environnement où l'action de défense des droits humains sur le terrain est un métier à haut risque. Dans les chiffres et les enquêtes que l'on a menées, on a pu référencer la manière avec laquelle aujourd'hui, on recense à peu près 300 assassinats de défenseurs des droits humains chaque année, les 2 tiers étant des personnes impliquées dans la défense de projets économiques ou de projets liés à une déforestation, etc. Donc des projets liés à des investissements économiques dans lesquels des entreprises sont directement ou indirectement impliquées. Donc on est véritablement dans un processus où, sur le terrain, on essaye de mettre en place non simplement des alertes sur ces violations, mais aussi au niveau national et international, mettre en place un certain nombre de régulations qui permettent d'encadrer le comportement de ces entreprises. Euh, Raison pour laquelle on a été extrêmement heureux de la mise en place de la loi française sur le devoir de vigilance, raison pour laquelle également on travaille aussi au quotidien à accompagner soit des entreprises, soit aussi des différentes entités du secteur économique pour comprendre et mettre en place des processus pour voilà, s'assurer que la, une véritable culture se mette en place dans le domaine économique pour comprendre les impacts en matière de droits humains et mieux les remédier. Et donc, du coup, dans cet environnement-là, Heu la FIDH est très active, notamment au niveau de l'Union européenne, sur la mise en place, du projet de directive, dont on va, voilà, rapidement aussi avec vous, échanger sur ce qu'il contient et puis aussi ce qu'il ne contient pas. À l'aune aussi de ce que dit Patrick et c'est très intéressant d'avoir eu cette première présentation, hein, merci, pour essayer de voir de quelle manière l'exercice normatif qui est en train de se mettre en place au niveau européen répond ou ne répond pas aux enjeux auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui pour essayer de s'engager sérieusement hein, dans la question du respect des droits humains et de la protection de l'environnement. Alors, moi aussi, je vais partager avec vous un petit écran. Voilà, hop, sur ce projet de directive. Hem et ma collègue Gaëlle Ducepulcre, notre représentante auprès de l'Union européenne, va également aider à compléter, cette description. Alors, le projet aujourd'hui qui est sur la table est un projet qui a été, rédigé par la Commission européenne, et qui, dans les semaines, et mois à venir, est sur la table du Conseil de l'Union européenne et du Parlement, donc chacune de ces 2 institutions dont on attend qu'elles proposent, des amendements ou, des rectifications que l'on pourra, afin qu'une synthèse soit faite dans le développement de cet instrument, juridique. Et donc, c'est assez intéressant qu'on puisse avoir cet échange aujourd'hui puisque, voilà, on est très largement engagé dans un plaidoyer pour un renforcement de la proposition, et puis peut-être avec votre soutien, si le secteur, des investisseurs et des entreprises se mobilise aussi, en soutien à un certain nombre de recommandations que l'on peut préconiser, ça permettrait de faire de ce mécanisme et cette nouvelle régulation un instrument véritablement efficace. Alors, pour revenir sur les objectifs de la proposition, très brièvement, hein, il s'agit ici d'introduire au niveau européen des obligations pour les entreprises de prévenir, mettre fin et remédier aux impacts sur les droits humains et l'environnement dans les entreprises, chez les subsidiaires et dans leur chaîne de valeur. Voilà, donc on reprend un petit peu le modèle développé par la loi française sur le devoir de vigilance. L'idée étant, à l'échelle du marché européen, de créer un level playing field et qu'on ait finalement une harmonisation aussi de cette régulation parmi les entreprises européennes et les entreprises de pays tiers qui investissent et qui interviennent dans l'Union européenne, avec un souci de mettre en place un mécanisme efficace et effectif, avec donc du coup des mécanismes de surveillance et des exigences de publicité et de responsabilité pour les acteurs
économique. Donc, jusqu'à présent, on s'inscrit dans ce cadre-là assez classique d'établissement de normes. Euh, euh, la proposition sur la table reprend en grande partie l'esprit de la loi française sur le devoir de vigilance, mais notamment aussi sur les limitations de cette loi. À commencer par la couverture ou l'analyse de son champ d'application. Alors, aujourd'hui sur la table, le projet de directive viserait seulement un nombre très limité d'entreprises européennes, hein. Notre analyse est telle que ça concernerait en réalité à peine 1% des entreprises européennes, qui sont à la fois les entreprises de grande taille, les very large companies, avec un net turnover de plus de 150 millions d'euros, ou plus de 500 employés, avec une deuxième catégorie pour des entreprises qui sont larges et un peu moins grandes que les very large companies, mais qui travaillent et qui interviennent dans des secteurs jugés à haut risque. Et donc, il s'agit ici des entreprises avec un net turnover de 40 millions d'euros et plus de 250 000 employés, et qui sont sur les secteurs de textile et d'agriculture et d'extraction des minéraux, et donc du coup extrêmement limités. Les secteurs qui, d'un point de vue plus classique, ont fait l'objet d'un certain nombre d'enquêtes et de dénonciations, notamment des ONG de défense des droits humains, sur lesquels nous aussi nous sommes largement impliqués, mais qui sont très limités finalement aussi dans ces secteurs, parce que les divisions entre secteurs aujourd'hui ne sont plus forcément nécessairement pertinentes. Voilà. Et enfin, comme je l'explique un petit peu plus tôt, la possibilité pour en tout cas un champ d'application qui concerne également les entreprises de pays tiers qui sont implantées dans l'Union européenne. Ce champ d'entreprise ce champ d'application concerne à la fois les entreprises et leurs propres opérations et leurs subsidiaires, mais également les entreprises intervenant dans la chaîne d'approvisionnement. On est sur le même modèle que la loi française, mais avec ici aussi une notion de relation établie, et donc du coup qui ne concerne que des sous-contractants avec lesquels il y a une relation durable, avec la notion de durabilité qui pose question aujourd'hui quant à sa pertinence, quand on sait combien et largement de nombreuses entreprises peuvent avoir recours à des subsidiaires ou dans leur chaîne d'approvisionnement des interventions des différentes entreprises sur une méthode beaucoup plus rapide. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'exemptions qui concernent notamment le secteur bancaire et de l'investissement, où ici, la diligence due ne sera limitée que à la partie précontractuelle du développement des relations pour les très grandes entreprises concernées. Alors, qu'est-ce que la directive prévoirait en termes de régulation ? À nouveau, on est dans un schéma assez classique d'obligations qui concerne véritablement les 6 différentes étapes de la diligence due, inspirées des principes de l'OCDE. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, mais on est véritablement dans ce schéma typique qui est répété ici au niveau de la directive européenne. Et puis, un petit peu comme je l'expliquais plus tôt, sur un champ d'application à nouveau qui concerne que les opérations propres, les entités subsidiaires et dans la chaîne d'approvisionnement, celles avec lesquelles on a des relations établies. Alors, cette directive a également prévoit un certain nombre d'obligations pour les États, au-delà des simples acteurs économiques, hein. Il s'agit bien évidemment pour eux, dans un premier temps, de transposer la directive et de la faire transformer en droit positif dans les États membres de l'Union européenne, engager et mettre en place des systèmes de responsabilité civile, hein. Donc du coup un petit peu à nouveau comme le régime français, il s'agit ici de s'assurer qu'il puisse y avoir
une responsabilisation de l'acteur économique dans le cadre de la responsabilité civile, et puis de mettre en place des mécanismes de surveillance et d'accompagnement de la mise en œuvre. Voilà, alors des mécanismes de supervision, de reporting et éventuellement des amendes en cas de non-respect. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le cadre très global et à grands traits de cette directive. Et j'ai maintenant proposé à Gaëlle Dusépulcre, notre directrice adjointe du Bureau mondialisation, qui va pouvoir vous en faire un peu l'analyse, entre guillemets, critique sur son contenu. Merci beaucoup. Donc, la FIDH a participé à plusieurs égards aux différentes consultations et à l'émergence de cette proposition de directive au niveau de l'Union européenne. Donc, dans la proposition qui est formulée à l'heure actuelle, il y a déjà bon nombre de recommandations de la FIDH qui ont été prises en compte et qui, pour rebondir un peu sur ce que Patrick a déjà soulevé, consiste fondamentalement à donner un sens en fait à la question du devoir de vigilance, qui est donc pas seulement un processus, c'est toute une série d'obligations de type administrative, opérationnelle, logistique, mais qui résulte véritablement d'une conception des obligations des entreprises et qui consiste à reconnaître qu'il y a effectivement une responsabilité à respecter les droits humains dans l'ensemble de la chaîne de valeur et que ça doit se traduire à plusieurs niveaux au sein de l'entreprise. Et ces différents niveaux sont notamment l'adoption d'une véritable politique en matière de devoir de vigilance et qui doit se traduire après, effectivement, sur un plan plus stratégique et puis à la fin plus opérationnel, de définir des plans d'action sur base de risques identifiés, sur base de la littérature qui existe, sur base des informations que peuvent fournir les différentes filiales et les différents partenaires commerciaux et sur base aussi des différentes informations que peut fournir la société civile, les politiques étrangères d'autres États ou encore, évidemment, les différents rapports que vous avez au niveau international sur la situation des droits humains dans les différents pays. Donc, on est relativement satisfait en tout cas de cette logique-là qui a effectivement été complètement incorporée dans la proposition de la Commission et qui va jusqu'à la reconnaissance d'une obligation des différents États membres de l'Union européenne d'assurer la bonne implémentation de ces obligations sur le terrain, y compris en adaptant leur législation en matière de responsabilité civile. Donc, tout ça, c'est très important. Après, pour nous, il y a quand même encore différentes choses qui sont déjà des défauts dont on a pu se rendre compte dans la mise en œuvre de la législation française et qui ne sont pas encore rencontrés dans la proposition actuelle. Alors évidemment, ce sont des défauts qui sont dénoncés par la société civile qui a à cœur la défense des droits humains et cela dans ses propres activités. Mais ce sont des défauts qui sont également mis en évidence par les entreprises elles-mêmes dans la mise en œuvre de la législation française et, le cas échéant, des gouvernements et organismes de surveillance gouvernementaux. Donc, une de ces principales faiblesses, c'est véritablement l'ambiguïté en fait que crée cette directive par rapport aux standards internationaux. Donc, dans les standards internationaux, on sait qu'il y a une responsabilité pour les entreprises de respecter les droits humains, l'ensemble des droits humains, pas seulement les droits de travail, mais véritablement l'ensemble des droits économiques et sociaux ou civils et politiques qui forment le corps en réalité d'obligation sur l'ensemble des entreprises et pas seulement une petite portion d'entre elles. Alors, la proposition de l'Union européenne élargit le champ d'application des obligations en matière de vigilance
parce qu'elle prend en considération davantage d'entreprises qui devront effectivement appliquer l'ensemble des prescrits de la législation dans leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités avec leurs partenaires commerciaux, pour autant qu'ils soient dans une relation d'affaires établie. Donc, on élargit le champ d'application de la législation française, mais dans le même temps, on ne répond pas en fait aux critiques fondamentales qui ont été formulées par la société civile. De ces critiques fondamentales est un traitement différencié entre les entreprises qui sont soumises aux devoirs de vigilance. Alors, ce traitement différencié résulte du nombre d'employés ou du chiffre d'affaires, mais voilà, l'ensemble des critères utiles et des questions de transparence en fait par rapport à ça va poser problème à l'avenir comme elle l'a posé dans le cadre de l'application de la législation française. Pire, la question de relation d'affaires établie. En fait, c'est une notion qui est déjà critiquée dans la mise en œuvre de la législation française et qui, malheureusement, se retrouve encore une fois dans la directive. Alors, elle est critiquée à plusieurs égards parce que, donc, les obligations telles qu'elles sont définies dans la directive, c'est les entreprises de grande taille, à leurs propres opérations, l'opération de leurs filiales et les opérations de leurs partenaires avec qui ils ont une relation d'affaires établie. Cette notion de relation d'affaires établie, ça va être très difficile de la définir de manière plus précise. Donc, non seulement elle est floue, mais en plus de ça, elle met déjà en évidence un certain nombre de problématiques. La première, c'est qu'elle se réfère à des relations commerciales et donc, en fait, ne vise pas toute une série de situations dans lesquelles, par exemple, on va aller acquérir des terres et que le titre vous est confié par un État, par exemple le Cambodge, par exemple le Vietnam, et qu'en réalité, cette cession de la terre est déjà en contravention avec le droit international et normalement, vous, en tant qu'entreprise, repose sur vous l'obligation de vous assurer que cette acquisition des terres est conforme au droit international. Donc, il y a une ambiguïté sur la question de savoir qu'est-ce que vous devez faire en fait dans ce genre de situation. La seconde ambiguïté, c'est quelle sera l'ampleur des obligations sur les entreprises qui, a priori, ne sont pas visées par la directive. On pense notamment aux petites et moyennes entreprises, mais qui se trouvent dans une relation d'affaires établie avec une grosse entreprise. Normalement, cette entreprise-là va être soumise de manière indirecte au devoir de vigilance, à plusieurs égards, mais d'abord parce qu'en réalité, l'entreprise large soumise à ce devoir de vigilance va avoir une responsabilité pour que cette petite et moyenne entreprise applique elle-même et respecte elle-même les droits fondamentaux. Et donc, va se retrouver dans une situation où elle va négocier avec cette petite et moyenne entreprise, y compris des clauses. Mais donc, ça veut dire qu'une petite ou moyenne entreprise peut se retrouver dans des relations d'affaires diverses, avec des clauses contractuelles diverses, l'obligation de se conformer à des codes de conduite divers par rapport à des opérations qui, pour elles, sont complètement semblables. Première difficulté. La seconde difficulté, c'est qu'en réalité, ça va créer une sorte de discrimination entre les petites ou moyennes entreprises qui sont dans une relation d'affaires établie et celles qui ne le sont pas et qui donc ne seront jamais soumises à ce devoir de vigilance par application, en tout cas, de la directive. Donc, ça, c'est véritablement une question qui a déjà été mise en évidence, y compris par les entreprises françaises, comme quelque chose qu'il va falloir régler à l'avenir. Et donc là, c'est vraiment en fait une question que l'on souhaite voir améliorée dans la nouvelle directive. Alors, comment est-ce qu'on voudrait la voir améliorée? C'est fondamentalement un alignement de la proposition sur les standards internationaux. Et donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que cette directive reconnaisse qu'effectivement, toutes les entreprises ont une obligation de respecter les standards internationaux en matière de droits humains, et donc d'exercer une certaine due diligence. Mais de reconnaître par ailleurs que, bien entendu, une entreprise qui dispose d'une multitude d'informations, parce qu'elle dispose d'informations de ses filiales, parce qu'elle dispose
davantage de personnel que pour suivre, ou de ressources financières que pour suivre véritablement la question des droits humains dans l'ensemble de sa chaîne de valeur. Ou alors simplement qui dispose en fait de davantage de poids économique que pour utiliser ces leviers vis-à-vis de ses partenaires. Dans ces cas-là, on peut évidemment admettre que l'obligation de vigilance est plus importante que celle qui reposerait sur les petites et moyennes entreprises. L'OCDE recommande effectivement que cette obligation s'applique à tout le monde, mais que du coup, en fait, advienne une obligation pour les États d'aider les petites et moyennes entreprises financièrement et en termes de capacité, de transparence et d'accès à l'information pour exercer ce devoir de vigilance. Donc ça, c'est véritablement la première de nos préoccupations, c'est de pouvoir refléter véritablement ces soucis qui sont des soucis qui sont exprimés par la société civile et qui sont exprimés par les entreprises elles-mêmes. Il est ensuite toute une série d'autres éléments sur lesquels nous pensons qu'il faut véritablement une clarification de la proposition et des améliorations en divers points. Alors, l'une d'entre elles, je ne vais sans doute pas revenir sur toutes, mais l'une d'entre elles, c'est la question de l'engagement avec les parties prenantes. Donc, dans l'état actuel de la proposition, il y a une certaine ambiguïté en fait sur le rôle de cet engagement et sur le type de partie prenante qui a donc cet intérêt légitime à être engagé avec les entreprises sur l'élaboration de leur politique en matière de vigilance et les conséquences opérationnelles de celle-ci. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est véritablement l'insertion d'un article qui essaye de concevoir cet engagement avec les parties prenantes de manière globale, cohérente et véritablement systémique. Et donc là, je pense que la société civile, et en tout cas la FIDH et Patrick, on se rejoint fondamentalement en fait sur cette question. C'est-à-dire que évidemment, il y a quelque chose à faire au niveau opérationnel. Donc, fondamentalement, quand on va investir, quand on opère un projet, quand on va se sourcer, il y a toute une série de démarches à entreprendre sur ces activités spécifiques en consultation avec les sociétés locales. Mais par ailleurs, en fait, l'engagement avec les différentes parties prenantes s'entend en tant qu'enrichissement réciproque sur la compréhension en réalité du système dans lequel va s'insérer les relations d'affaires et les opérations, de manière à faciliter l'élaboration de politiques globales cohérentes qui traitent de l'ensemble des impacts droits humains des différentes opérations et des différentes relations d'affaires. Donc là, de notre point de vue, il s'agit d'assurer, par exemple, que les parties prenantes soient, définies très largement, donc qu'on dépasse cette conception qui ne correspond pas en fait aux standards internationaux, qui consiste souvent à limiter les parties prenantes aux travailleurs eux-mêmes, mais fondamentalement, élargir cela à toute population qui pourrait être impactée ou toute population qui pourrait avoir un intérêt à l'amélioration des impacts en matière de droits humains, et donc y compris intégrer les interventions des défenseurs des droits humains, des défenseurs du droit à l'environnement, des populations qui véritablement s'intéressent aux conditions d'accès à la terre ou aux défenseurs qui documentent par exemple comment, au niveau gouvernemental, on va traiter de la capacité des différentes populations à intervenir dans des projets de développement, voire à protester à l'encontre de l'implémentation d'un certain nombre de projets. Donc, on voudrait vraiment que ce soit conçu de manière beaucoup plus globale et systémique et qui permette en fait aux différentes parties intervenantes d'intervenir à l'ensemble des étages de la conception du devoir de vigilance, donc depuis la politique, la conception de la politique, jusqu'à l'opérationnel et jusqu'à la possibilité, évidemment, de déposer des plaintes dans le cadre des grievance mechanisms individuels qui seraient mis en place par les entreprises. Enfin, et je vais peut-être terminer par là, mais je peux revenir sur d'autres éléments. Donc, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont
considéré comme un haut risque et qui justifie l'élargissement un peu du champ d'application de la directive. Donc pour nous, ces secteurs sont évidemment définis à minima. Il y a des secteurs qui posent des hauts risques et qui ne sont pas repris en fait dans cette liste. Et donc, nous souhaitons la voir élargir, donc par exemple les nouvelles technologies, etc. Mais nous souhaitons également que cette conception de haut risque soit prise en compte également dans des situations particulières, et notamment la situation de conflit. Donc, comme je vous l'ai dit, un des problèmes de la directive est peut-être de faire croire aux entreprises que si elles ne sont pas directement concernées par l'application, donc si elles ne font pas partie des 1% des entreprises européennes concernées par l'application directe de la directive à leurs activités, elles sont dispensées, le cas échéant, en fait, de remplir leurs obligations en matière de vigilance. Alors, clairement, ce n'est pas vrai. Et en cas de conflit, fondamentalement, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous pouvez être impliqué dans des différentes actions ou opérations qui pourront, le cas échéant, engendrer même une responsabilité pénale, nationale sur base de la compétence universelle ou internationale. Et donc, il faut que ce risque soit clairement établi en fait dans la directive, que cette directive soit claire à l'adresse des entreprises sur cette responsabilité qu'il peut y avoir en cas de conflit. En cas de conflit, les risques d'être impliqués dans des crimes internationaux est hautement probable. Et donc, il faut nécessairement une politique de vigilance qui soit adaptée à cette situation et, le cas échéant, prévoir un désengagement responsable. Donc là aussi, sur la question du désengagement, donc on sait que l'obligation de vigilance, c'est prévenir les impacts négatifs, mais c'est aussi, si jamais ces impacts négatifs sur les droits humains adviennent, c'est aussi l'obligation d'y mettre fin. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à y mettre fin? Parce qu'en réalité, on ne dispose pas de l'ensemble des leviers, qu'il y a aussi une contribution en fait, aux impacts négatifs qui est due à l'activité des tiers. Notre première obligation dans l'obligation de vigilance, c'est d'utiliser ces leviers pour mettre fin à ces violations. Mais quand c'est impossible, le désengagement doit pouvoir être une des options envisagées. Mais ce désengagement doit être en même temps responsable, puisque, évidemment, désengagement veut dire aussi perte d'emploi et, le cas échéant, perte d'accès à une certaine ressource ou autre dans le cadre des opérations. Et donc, en fait, cet impact négatif sur les populations en cas de désengagement doit aussi pouvoir être pris en compte dans la manière de réagir aux violations sur le terrain. Je vais m'arrêter ici. Il y a d'autres questions sur lesquelles on peut revenir plus tard. Merci beaucoup, Gaëlle. Je repasse la parole à Patrick très rapidement pour qu'il complète cette vision et ces recommandations avec une approche très opérationnelle pour les entreprises. Oui, je vais aller très vite pour laisser un tout petit peu de place aux questions. Si vous voulez bien afficher effectivement, ça arrive sur la page d'après très rapidement. Voilà, juste un petit élément de contexte. Pourquoi c'est important pour les investisseurs? C'est parce qu'avant, ils n'étaient pas concernés. Il n'y a pas de réglementation au devoir de vigilance spécifique aux investisseurs, ce n'est pas une nouveauté. Il existait quand même une déclinaison de ce qu'on appelle le guide de la conduite responsable des entreprises sur le périmètre des investisseurs qui datait de 2017, qu'aucun investisseur ne connaissait. J'ai fait le test. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, du coup, il y avait peu d'investisseurs qui travaillaient ce sujet. On avait trouvé il y a quelques années 2 assureurs quand même qui le faisaient, essentiellement parce qu'ils étaient filiales effectivement de groupes qui étaient eux-mêmes soumis au devoir de vigilance. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête et aujourd'hui, on est face à une vraie mutation pour le coup parce qu'il y a 3 grands environnements réglementaires qui obligent maintenant les investisseurs à gérer ces risques le long de la chaîne d'approvisionnement. Pas directement, mais de façon quand même assez explicite. Il y a le règlement SFDR qui demande, via son article 4, de mettre en place un dispositif de gestion c'est écrit comme ça, de diligence raisonnable des incidences négatives. Donc, on est clairement dans l'esprit, effectivement, du devoir de vigilance. Mais là aussi, je constate qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui ont compris que c'était une déclinaison de cet esprit droit mou dans l'environnement investissement. Et on demande effectivement de faire le lien avec la stratégie d'engagement, au sens large du terme. Et donc, le sujet a été évoqué tout à l'heure, c'est extrêmement important. Il y a un autre point en termes de réglementation qui touche les investisseurs, c'est la taxonomie. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, elle touche à l'économie verte, entre guillemets, elle va généraliser à tous les sujets, notamment sociaux. Et quoi qu'il arrive, l'idée, c'est de servir des objectifs environnementaux, demain sociaux, mais sous contrainte,
donc justement de ne pas donc générer d'incidences négatives. Le fameux DNSH dont j'ai parlé tout à l'heure est explicité dans la taxonomie. Et enfin, il y a un dernier point qui est plus particulièrement français, donc une sorte de transposition finalement de SFDR avec son article 29, où en France, on demande aux acteurs financiers véritablement de mettre en place un dispositif de gestion des risques ESG, sous-entendu des risques durabilité, je ne vais pas rentrer en détail, mais surtout des incidences négatives, et donc de mettre un dispositif de pilotage. C'est traduit aujourd'hui concrètement par la nécessité de devoir diffuser ce qu'on appelle des PAI, des Principal Adverse Impacts, donc des indicateurs d'impact incidence négative, au niveau des acteurs financiers, en consolidé sur la totalité des activités à partir de la fin de cette année. Donc, c'est plus un truc qu'on peut regarder par la petite lorgnette, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, ça va devenir un vrai sujet, effectivement, d'appropriation pour les investisseurs, avec un vrai changement d'échelle par rapport à ça. Si je regarde sur la slide rapide d'après, je vais faire 2 minutes là, elle est à l'essentiel. Si on veut bien passer sur la même slide encore après. S'il vous plaît, ou s'il te plaît, Mine. Voilà, juste on a parlé du champ d'application. C'est important parce que la limite de la loi française, c'était le caractère un petit peu local. Et donc, un des vrais sujets pertinents, c'est l'extraterritorialité, la capacité à pouvoir effectivement faire déployer des process, non pas que chez donneur d'ordre, mais sur sa chaîne d'approvisionnement, et donc sur la totalité de la planète. C'était une grosse limite, puisque les boîtes françaises ne pouvaient pas décliner sur la plupart des boîtes effectivement locales les dispositifs. Donc là, on est sur un champ plus large, on est sur l'Europe. Oui, ce n'est que 1%. C'est vrai, mais il y a quand même la chaîne d'approvisionnement de ces 1% qui est considérée de façon indirecte, le texte le dit comme ça, mais quand même considérée. Il faut juste avoir en tête que ce qui se passe, c'est que le donneur d'ordre est en lien commercial avec sa chaîne et que par définition, à partir du moment où il aura des obligations, il va les déverser sur sa chaîne. C'est déjà ce qui se passe avec la LDV. Donc là, ça va généraliser sur un périmètre quand même beaucoup plus large, même si on est bien d'accord. On pourrait effectivement, tous ensemble, croire à une loi sur le droit de vigilance internationale, donc qui couvrait la totalité de la chaîne, y compris jusqu'au PME. On n'y est pas encore. Le vrai sujet pour ça, c'est l'accompagnement. Je rappelle que le rapport d'Uti, mais aussi le rapport du Boss de Potier, avait abordé ce sujet qu'on a largement soutenu au niveau du FIR et d'A2, c'est la capacité à pouvoir accompagner les entreprises dans la mise en place de leurs dispositifs. On parle de tous les éléments techniques, donc les éléments de cartographie des risques, les référentiels, surtout le sourcing des ONG, ce qui permet de mesurer ce qu'on appelle les risques bruts. Comment est-ce que j'évalue un impact, la gravité de mon impact, l'étendue, le caractère irrémédiable sur le droit humain de telle nature, à tel endroit, sur tel secteur d'activité. Mais ça se fait en général en allant chercher du sourcing, justement des ONG, et donc on en a recensé une centaine. Il faut pouvoir effectivement les exploiter convenablement. Donc le sujet de l'accompagnement technique des boîtes, il est déterminant. Il y a un point sur le réchauffement climatique, c'est qu'aujourd'hui c'est un des rares en termes de résultats, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, pour lesquels il y a quand même des KPI, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens les plus avancés en termes de donneurs d'ordre vont déverser des objectifs typiquement SBTI, donc d'émissions de gaz à effet de serre le long de leur chaîne d'approvisionnement, à commencer par les fournisseurs dits prioritaires et ou critiques. Donc là, on est assez heureux de voir que ce dispositif européen explicite ce point-là. Évidemment, on aimerait que ce soit explicité sur l'ensemble des autres sujets, mais c'est un premier pas. Je ne vais pas parler des sanctions et recommandations. Je vous propose d'aller rapidement sur peut-être le dernier slide, comme ça je fais en 30 secondes. On peut aller encore après pour qu'on nous donne de la place aux questions. Si vous voulez, voilà. Alors, je veux bien quand même la dernière page, juste pour faire très rapide là, en ce qui concerne nos propositions. Aujourd'hui, on a parlé de la politique. Oui, la loi sur le projet de directive européenne parle de politique, et ça, c'est important. On aimerait que ce soit beaucoup plus précis, comme ça l'est dans le champ d'investissement. On dise, voilà, il faut exposer les enjeux, les principes directeurs, les règles d'engagement, les initiatives, les processus mis en place, la gouvernance, les règles de communication. Ça, on n'en parle pas du tout, ça reste très mou dans le texte. Donc, c'est un point qui est déterminant, vous l'avez évoqué, et nous, on l'a quand même remonté à plusieurs reprises. Il n'y a pas de cadre, et il n'y a toujours pas de cadre stratégique. Donc, c'est quand même embarrassant. Ensuite, le renforcement des parties prenantes. On a évoqué tout à l'heure le caractère consultatif des démarches aujourd'hui. Eh bien, malheureusement, le projet de directive européenne est encore plus flou, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais sur ce point-là, que la loi sur le devoir de vigilance française. On ne parle que de consultation quand il y a une survenance de risque à un moment donné, et encore de certaines parties prenantes, et puis d'élaboration en concertation avec certaines d'entre elles pour le plan d'action. C'est tout. Et donc, on recule complètement. Et c'est vrai que là, on aurait aimé aller beaucoup plus loin sur ces précisions concernant la relation avec les parties prenantes. Enfin, sur les aspects purement techniques, je ne vais pas les lire là parce que j'en aurai pour un quart d'heure, donc je vous transmettrai le document, mais ça rejoint le point d'accompagnement tout à l'heure. Aujourd'hui, ça manque de normes.
Alors, il y a une question sur ISO 20400. Donc, il en existe des normes. Effectivement, dans le référentiel, il y a tous les référentiels de soft law. Il y a le référentiel ISO 20400 qui est incontournable en termes de pilotage et risque de devoir de vigilance. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a rien en termes d'orientation sur l'utilisation de ces référentiels. Donc, que ce soit les référentiels de cadre de risque, que ce soit les référentiels, comme on l'a vu, de catégorie de fournisseurs ou d'activités ou de typologie de risque ESG, sur tous les points pris 1.1.1, notamment la méthodologie de cotation des risques. Pour coter les risques, on raisonne dans ce qu'on appelle risque brut et risque net. C'est-à-dire qu'on on apprécie la maturité du dispositif de pilotage des risques, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à pouvoir convenablement maîtriser ses risques. Ça, il n'y a rien qui aujourd'hui, techniquement, nous permet de pouvoir cadrer l'appropriation de ce sujet. Donc, vous voyez plein de sujets techniques qui font qu'aujourd'hui, tout le monde parle dans tous les sens, et donc ce sujet de l'accompagnement, de la normalisation sur chacun des points techniques est vital. Et enfin, donc sur la partie dispositif et efficacité, on ne va pas rentrer dans le détail, vous avez compris qu'aujourd'hui, il y a un sujet de KPI, que si on ne se pose pas autour de la table déjà pour définir ce que sont les bons KPI, notamment le long de la chaîne d'approvisionnement, il y a l'Obsar qui avait commencé à le faire en France, et l'exercice reste à faire au niveau international, véritablement. Tant qu'on ne sera pas posé autour de ça, je pense qu'on aura du mal à s'inscrire dans une démarche de pilotage de performance, donc il y a des indicateurs de résultats, plutôt que des indicateurs de moyens, comme j'évoquais tout à l'heure. Donc les voies de progrès sont nombreuses et variées encore, même si on a fait un petit pas par rapport aux lois de devoir de vigilance, la loi de devoir de vigilance française, et aussi la loi allemande, qui a été complètement intégrée dans les principes du projet. Merci beaucoup. Je n'ai pas réussi à tenir dans les 5 minutes. Non, mais si, franchement, c'était très, très clair et un bel exercice de synthèse. Donc, on a pas mal de questions déjà qui sont posées. Peut-être qu'il y en a 2 qui peuvent être posées en même temps. Donc, je vais vous les lire et puis si ceux qui les ont posées veulent compléter ou rajouter des précisions, n'hésitez pas. On vous ouvrira votre micro. Donc, on a une question de Yves Garenne qui explique qu'un nombre impressionnant de ses clients ne soit au courant des risques qu'ils prennent en cas de non-respect de la loi. A-t-on une idée du déploiement de la loi dans les entreprises concernées? Et une question qui peut-être rejoint celle-ci, enfin en tout cas qui porte sur le périmètre du champ d'application, alors cette fois-ci de la directive, puisque vous avez dit que le secteur bancaire serait exclu d'après la présentation. Et pourriez-vous préciser ce point sur l'inclusion ou non des établissements bancaires ayant plusieurs activités asset management crédit, puisque selon l'article 3 c'est Sandra Gandolfo qui pose la question, selon l'article 3 de la directive, les entreprises financières réglementées sont visées. Voilà. Je peux peut-être répondre à la première partie, et puis Antoine et Gaël la deuxième, sur la partie justement périmètre d'application. Donc on voit en réalité, ça rejoint le sujet de notions floues sur relations commerciales établies, et puis aussi définition des filiales et finalement de fournisseurs et sous-traitants, qui ne sont pas définis ni dans l'une ni dans l'autre des textes. Donc aujourd'hui, chacun fait comme il peut, en s'appropriant des définitions qui sont les leurs, et surtout en délimitant le terrain de jeu. La réalité, c'est quand on regarde la pratique sur les plans de vigilance, on a en termes de couverture filiale des choses qui sont véritablement faible, et c'est assez dérangeant, on va dire ça comme ça. Et quand on raisonne sur la couverture des fournisseurs, il y a ceux qui restituent une cartographie des fournisseurs, c'est-à-dire des éléments techniques sur lesquels on sait que ces fournisseurs-là ont été impliqués dans la stratégie d'engagement et dans la délégation, pardon de le dire comme ça, c'est pas le bon terme, en tout cas dans la déclinaison effectivement du pilotage des risques de devoir de vigilance, eh bien en fait, en réalité, on a un taux de couverture qui est très 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 faible. Il y a très peu de boîtes qui vont au-delà du rang 1, celles qui sont sur le rang 1, il faut aller sur leurs fournisseurs les plus critiques, et en général, elles vont limiter aux activités qui apparaissent comme prioritaires dans leur cartographie des risques quand elles sont capables de mesurer. Merci. Je prends la parole sur la question sur le secteur bancaire. Donc, le secteur bancaire n'est pas exclu, mais le secteur bancaire en fait, a une obligation qui est extrêmement légère au regard du projet de directive, puisque ici, l'obligation, si elle était traduite, ne pèserait sur les entreprises du secteur bancaire que dans la partie précontractuelle quand ils sont en négociation avec des clients et pas a posteriori. Ce qui est un problème puisque souvent les violations apparaissent au fur et à mesure et pas nécessairement au moment où on établit le contrat avec un client spécifique. Et deuxièmement, et ça c'est un petit peu le deuxième point qui avait été évoqué quand on parlait du champ d'application, ça ne concernerait que
les clients qui sont des très grandes entreprises et pas les autres entreprises de différentes tailles. Voilà. Et en fait, en réalité, ce qui est problématique, notamment dans cette loi, c'est que dans ce projet de directive, pardon, c'est qu'elle est en deçà de ce que prévoit l'OCDE aujourd'hui et ce que recommande l'OCDE, en deçà aussi de ce que prévoient les guiding principles des Nations Unies et qui visent le secteur bancaire. Donc, nous, notre préconisation dans ce contexte-là, c'est que voilà, l'obligation de due diligence qui serait destinée pour les entreprises du secteur bancaire soit la même que pour les autres entreprises. Je ne sais pas si Gaël, tu veux compléter là-dessus, mais voilà les points que je voulais souligner. Ok, merci beaucoup. Donc, je passe à la question suivante. Une question de Marine Reboul. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste le mécanisme d'alerte que vous avez évoqué? Question sur le mécanisme d'alerte. Je peux en parler techniquement peut-être. Le mécanisme d'alerte, c'est relativement simple. C'est tout simplement une déclaration de survenance de risque. Donc, ça passe en général par des plateformes Internet, par des plateformes de call, et nos plateformes qui sont mises à disposition de l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles d'être en lien avec ces risques. Donc, ça peut être directement les parties prenantes concernées, les collaborateurs, les communautés locales, ça peut être les salariés d'entreprise, d'une façon générale, les acteurs qui effectivement observent des choses qui peuvent être en lien avec ces incidences négatives survenues. Le vrai sujet du dispositif d'alerte, ce n'est pas la remontée des alertes, c'est le traitement des alertes. C'est là qu'aujourd'hui, il y a une grosse limite. On a pas mal d'acteurs qui ont mis en place un dispositif d'alerte, mais qui, derrière, n'ont pas mis en place le processus d'escalade qui consiste à catégoriser les alertes, à identifier des actions correctives par rapport à ces alertes, en fonction du degré de risque concerné, à faire monter au bon niveau de gouvernance dans l'organisation et d'une façon générale, à aller jusqu'à la remédiation. On en est encore assez loin. Ok, merci beaucoup. Une question assez concrète aussi de Corinne Baudouin. Comment faire si on est une PME française qui veut acheter des équipements à un géant asiatique de la tech, souvent un oligopole, aucune chance d'obtenir des réponses ou d'exiger le respect des droits de l'homme? Donc, moi, je peux peut-être... C'est la question à 10 cents, j'ai envie de dire. Alors, d'abord, juste pour revenir sur la question du mécanisme d'alerte. Donc, concernant le devoir de vigilance, il y a effectivement l'obligation d'identifier les risques. Alors, il va y avoir sans doute une tendance à terme des entreprises, quelque part, d'externaliser cette identification en demandant à des acteurs externes, le cas échéant privés, de lui fournir des informations, notamment en screenant tous les réseaux sociaux pour voir si oui ou non il y a des problématiques en fait là où ils vont se sourcer, etc. Alors, en tout état de cause, ce type d'activité pourra être essentiel pour les entreprises. Nous ne nions absolument pas ça. Pour autant, ce sera insuffisant. C'est-à-dire que l'obligation d'identifier les risques est une obligation qui repose sur les épaules de l'entreprise elle-même. Et donc, elle doit nécessairement elle-même compléter ces différentes informations par les informations dont elle dispose et comment dire, de manière... elle doit agir en bon père de famille, quoi. C'est pour reprendre une expression qui doit normalement être connue de tout le monde. Pour ce qui concerne le sourcing, effectivement, dans des secteurs plutôt compliqués, et en tout cas sûrement quand on est en dialogue sur la tech avec les pays asiatiques, c'est évident que, en tout cas, c'est évident que l'entreprise sait déjà qu'il y a des risques en matière de droits humains. Donc ça, c'est quand même déjà important. Ça veut dire qu'elle doit les identifier très clairement, expressément, et se poser la question de quel type de relation elle va entretenir avec ses fournisseurs. Alors, si pour un certain nombre de composants, imaginons, il est complètement impossible de se sourcer ailleurs, on peut imaginer que l'entreprise se retrouve dans une situation qui peut être qualifiée de celle de force majeure, voilà, qui n'est pas effectivement la notion qui s'appliquera en l'espèce, mais qui fait sens sur le fait qu'elle se retrouve dans l'impossibilité de se sourcer autrement. Alors, dans ce cas-là, je pense qu'il incomberait en fait à cette entreprise de continuer à identifier les chaînes de sourcing possibles.
Ça, c'est une première chose. Donc, c'est pas une fois qu'elle a identifié qu'il y avait un risque et qu'elle n'avait pas d'autres moyens de se sourcer, ça ne sera pas suffisant. Elle doit continuer à faire ce travail d'identification pour voir s'il n'y a pas des modes de sourcing alternatifs. Une chose certaine, c'est que la question du prix sera pas relevante sur la question droits humains. Donc, cette obligation de due diligence a la fonction droits humains au centre et il ne suffira pas de dire que ce n'est pas possible de se sourcer aux mêmes conditions. Ça, ce n'est pas suffisant. L'entreprise devra alors mettre en place en fait, des conditions pour se sourcer ailleurs si d'autres alternatives, même plus chères, sont possibles. Si vraiment aucune alternative n'est possible, ça ne la dispense pas en réalité d'exercer un devoir de vigilance. Et alors, il peut être de plusieurs types. C'est voir en fait s'il n'est pas possible de négocier avec ses partenaires un certain nombre de conditions qui permettraient en réalité de résoudre la situation. C'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'en tout état de cause, elle ne peut pas être impliquée directement dans des violations, faute de quoi elle doit de toute façon y mettre fin, ça c'est évident. Et alors, la troisième chose, c'est qu'est-ce qui se passe si, malgré les clauses contractuelles, malgré le dialogue avec le gouvernement, malgré les transparences, etc., elle constate qu'il y a toujours une violation. Et donc là, 3 possibilités, je dirais. La première, c'est de considérer que, bon, il n'y a pas d'autre alternative, mais ça ne l'empêche pas de continuer à faire des efforts. La deuxième, c'est de dire non, là, il y a vraiment des violations, elles sont graves et il y a un effet irréparable sur les populations. Dans ce cas-là, il faut nécessairement se poser la question du désengagement à terme. Et la troisième possibilité, c'est bien entendu d'améliorer en fait les outils dont elle dispose que pour influer sur ses partenaires. Donc la situation, enfin voilà, c'est complexe, c'est typiquement le genre de situation complexe, mais ça ne dédouane pas en fait l'entreprise de faire tous les efforts utiles que pour prévenir et mettre fin aux violations et en tout état de cause mettre fin à sa propre contribution éventuelle à une violation, ça c'est certain. Merci beaucoup, Gaëlle. Bon, on déborde un peu, mais on a encore 2 questions intéressantes, donc je vous propose qu'on essaie d'y répondre très rapidement en 5 minutes. Une question de Pierre Palancher. Y a-t-il une obligation de sincérité dans la cartographie des risques, identification des risques, et donc dans leur notation au sein de la directive européenne? Alors, je peux peut-être commencer à répondre. Il n'y a pas d'obligation de sincérité écrite comme ça dans le texte, mais dans l'esprit de la loi, il y a bien sincérité. C'est-à-dire que l'idée, c'est de restituer effectivement la cotation et de hiérarchiser les risques. Comme l'idée, c'est de mesurer les impacts, donc par définition, l'objectif, c'est d'être explicite et d'avoir une mesure la plus précise de ces impacts. Oui. Voilà. Et une dernière question qui est une question assez ouverte et on va certainement pas répondre en 2 minutes, mais il me semblait important d'ouvrir en tout cas le débat. C'est quelles sont vos recommandations concernant la place des acteurs financiers dans la directive sur le devoir de vigilance? Alors, je peux peut-être commencer aussi pour la partie investisseurs financiers. On l'a vu aujourd'hui, donc il y a le sujet de SFDR qui va mobiliser les investisseurs sur ces nouveaux sujets qu'ils ne connaissaient pas, à part quelques-uns. Donc ça va être extrêmement important que les investisseurs comprennent de quoi il s'agit, qu'ils se mobilisent pour effectivement, à leur niveau, engager des stratégies, donc avec leurs différentes parties prenantes, donc à commencer par les émetteurs dans lesquels ils investissent, donc qui sont les donneurs d'ordre sur la chaîne d'approvisionnement. Donc leur rôle, il est crucial, d'autant plus que vous l'avez compris, au niveau de la régulation européenne, il y a une sorte de, je ne sais pas si on peut dire cercle vertueux, mais en tout cas, il y a un ensemble de consolidation, puisque finalement, l'ensemble, on va dire, des obligations concernant les investisseurs qui sont au bout de la chaîne, le régulateur, il commence à l'envers, cette fois-là. Effectivement, elles sont liées aux obligations qu'il y a sur la chaîne d'approvisionnement et aux obligations qui sont en amont chez les émetteurs. Donc, dans la directive, projet directive CSRD, il y a 2 points qui concernent la chaîne d'approvisionnement, donc ils vont demander aux entreprises de s'exprimer sur le dispositif de pilotage des risques le long de la chaîne d'approvisionnement. On ne sait pas ce que ça va donner encore concrètement en pratique
notamment de transposition. Mais ce qui est certain, c'est que de ces KPI propres à la chaîne d'approvisionnement, il va falloir effectivement que les investisseurs se les approprient, les exploitent dans leur dispositif d'investissement responsable, comme ils le font aujourd'hui avec d'autres sujets, typiquement les taux d'accidentologie sur le siège ou des choses comme ça. Donc leur rôle est vital. Ça sera le mot de la fin. Oui, très bien. Moi, j'aurais un mot assez simple de notre côté, mais sans répéter ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, je pense que, en tout cas, dans le contexte actuel de la préparation de ce projet de directive, ce qui est important de savoir, c'est que les négociations sont encore ouvertes, qu'il est possible d'intervenir sur le projet de directive soit auprès du Parlement européen, soit auprès des États membres de l'Union européenne, et que la mobilisation du secteur des investisseurs responsables est nécessaire et sera très utile. On a besoin d'entendre finalement autour de la table les voix de celles et ceux qui regardent de très près comment traduire ces obligations et ces responsabilités dans des changements de culture dans les entreprises. Et donc, c'est tout cet accompagnement qui est nécessaire aujourd'hui et tous ces acteurs qui sont, en tout cas, dont leur voix aujourd'hui serait particulièrement utile dans les négociations en cours à Bruxelles. Et c'est notamment le travail de Eurosif, auquel participe le FIR, qui pourrait aussi porter ses voix. Voilà, nous, on a préparé un certain nombre de recommandations sur ce projet de directive qu'on sera ravis de pouvoir refaire circuler parmi vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Gaël, merci Patrick. On arrive donc à la fin de ce webinaire. Vous pourrez donc, comme il est dit dans le chat, retrouver le webinaire en replay et les présentations sur le site du FIR d'ici quelques jours. Merci encore pour votre attention et vos questions. Et n'hésitez pas à nous contacter aussi également si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été débattues ici, enfin discutées ici. Donc vous avez nos contacts. Et n'hésitez pas à passer par le FIR. Merci encore et bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup.